serial entrepreneur. Je crois que c'est dans Forbes Afrique qui t'ont appelé comme ça. Tu as monté énormément de projets, dont des échecs. Énormément. Que ça. Quand tu trouves un pilote de projet, tu fonces. Il me faut un mec, limite un Léonidas, il me faut un mec qui est prêt à mourir pour la cause. Ça s'appelle mes 300. T'es 300 ? Mes 300. Ça m'a interpellé parce que c'est un peu ma façon de faire aussi. Par contre, auparavant, je ne le connaissais pas. Pour gérer plusieurs projets sur des fuseaux horaires en plus qui sont différents. En 2020, Covid, on m'a dit Ibrahim, on va tout réduire. Je dis non, on va accélérer. On a créé 11 boîtes pendant le Covid. Tu dois faire plus vite, en des temps plus courts. Je suis le meilleur numéro 2 français et j'ai pas honte de le dire. Le podcast Multi est soutenu par Pennylane, le seul outil qui réunit vos finances, votre compta et votre compte professionnel. Multi est également soutenu par HubSpot, la plateforme qui allie puissance et simplicité pour connecter vos données, vos équipes et vos clients afin d'accélérer votre croissance. Pour profiter d'offres exceptionnelles de nos partenaires, abonnez-vous à notre newsletter. Et bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Multi, le podcast qui donne la parole à des multi-entrepreneurs, donc des entrepreneurs qui ont plusieurs projets, plusieurs activités. Et aujourd'hui, on reçoit Ibrahima Sissoko. Donc Ibrahima Sissoko qui est défini comme un serial entrepreneur dans Forbes, c'est ce que j'ai vu, hein, je t'ai vu. C'est l'entrepreneur résilient aussi, j'ai vu. Donc bienvenue à toi, merci beaucoup Ibrahima d'avoir accepté l'invitation, je te remercie vraiment. Donc Ibrahima, déjà, je te demande, est-ce que tu es bien installé? Est-ce que tu te sens bien dans notre petit studio? Franchement, je suis super bien. Le cadre, il est agréable. Donc, encore merci de m'avoir invité. Je suis très bien. Ibrahima, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ton parcours, ce par quoi t'es passé, tes projets, ton histoire? Je risque d'être long. Alors, synthétise. Très rapidement, effectivement, on dit de moi, c'est un entrepreneur. À la base, moi, je suis de 78. Chanteloup-les-Vignes, c'est un petit patelin dans 78. Et à la base, moi j'ai la chance d'avoir une famille qui est dans le domaine d'entrepreneuriat. C'est comme ça que j'ai commencé, c'est comme ça que j'ai appris, grâce à mes oncles qui à l'époque vivaient en Asie, notamment en Thaïlande. Et c'était pour moi une découverte quand je les ai rencontrés, comprendre comment ça fonctionnait. Et à l'époque, on ne disait pas forcément entrepreneur, c'est un mot qui est à la mode aujourd'hui. Mais moi, j'appelais ça un commerçant. Et le fait que il y a la possibilité de pouvoir commercialiser plusieurs produits et que ce soit un homme d'affaires qui soit dans plusieurs branches, c'est ce côté-là qui m'a beaucoup plu au début parce que j'essaie de comprendre. Et après, par la suite, forcément, on met les mains dedans. Il s'est passé beaucoup de choses dans mon parcours. Mais ce que je retiens vraiment et ce qui est à retenir, c'est qu'au début, c'est vraiment le fait de vouloir rentrer dans l'informatique. Et c'est suite à ça que là, j'ai voulu entreprendre et créer une première boîte, une ESN, entreprise de services numériques. Et là, j'ai vu se démultiplier les opportunités. D'accord, ok. Voilà. Donc toi, c'est à quel âge en fait que tu as eu ce petit déclic entrepreneurial? Là, tu parlais de tes oncles justement, qui étaient commerçants. À quel âge tu as perçu que tu avais ce besoin toi aussi d'entreprendre? Besoin d'entreprendre, je dirais pas que c'est à cet âge-là, mais que j'ai découvert, j'avais 10 ans. Ah ouais, d'accord. J'avais Super 10 jeune. ans. Ouais, super jeune. Déjà, juste pour la petite histoire, c'est que moi j'ai un frère qui a un an de moins que moi, Tidjani. Je crois que je devais avoir 9 ans, il devait avoir 8 ans, un truc comme ça. On achetait des bonbons, on les revendait. Donc, on achetait la pochette de bonbons, je crois que c'était 5 francs. Et après, on avait une grosse pochette. Et après, on faisait peut-être 1 franc ou 2 francs dessus en termes de bénéfices. Mais ça a commencé vraiment par ça. Et c'était juste pour le plaisir de pouvoir se dire, on peut avoir plus de bonbons. Parce que le but, c'est d'avoir des bonbons. Alors, j'avais entendu déjà business de billes, business de cartes Pokémon ou de vignettes Panini, mais je t'avoue que l'achat-revente de bonbons, je connaissais pas. C'était pas grand-chose. Mais je pense que c'est déjà ça, le pied d'étrier, déjà quand on était petit. Et ensuite, moi, vraiment, c'est quand j'ai rencontré mon oncle. Ça a été, je crois, décisif. Même aujourd'hui, j'ai 44 ans. Et je crois que c'est la plus belle rencontre, une des plus belles rencontres que j'ai fait de ma vie. Ah ouais, d'accord. Ouais, ça t'a changé toi et ton parcours, quoi. Exactement. Parce qu'en fait, mon oncle, j'entendais parler depuis que je suis tout petit. Depuis que j'ai l'âge de 5-6 ans, tout le monde parlait Baba, Sako, Baba. Moi, mon nom de famille, c'est Sissoko, et le nom de famille de ma mère, c'est Sako. Et tout le monde parlait de Baba. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi tout le monde parle de Baba? Et tout le monde me disait, c'est un grand entrepreneur, enfin un grand commerçant, pardon. Et c'est quelqu'un qui est riche. Je dis, ok, d'accord, s'il est riche, mais comment il a fait pour devenir riche? Bon, on me disait que c'était un commerçant, mais ce mot-là, commerçant, n'avait pas de signification réelle pour moi. Et au bout d'un moment, j'ai eu la chance, en fait, quand il est venu en France, ça devait être aux alentours des années 88, 89, 88, 89, quand il est venu en France, on attendait son arrivée, et ma mère me dit, il va venir.
Et tout le monde était en effervescence face au fait qu'ils viennent. Et moi, je regarde par la fenêtre, ma mère descend pour aller accueillir, je regarde par la fenêtre et je vois un taxi. On se rend pas compte aujourd'hui. Parce que je comprends ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux à dire l'époque, c'était waouh, il arrive en taxi, le mec. Exactement. Le fait qu'il soit venu en taxi, déjà, ça confirmait ce qu'on disait de lui, ce que je pensais. Le mec, il vient en taxi d'aéroport. Donc, ça coûtait peut-être, je sais pas, moi, 100 francs, 150 francs, je sais plus. Mais c'était déjà quelque chose, tu vois. Donc, il arrive en taxi, et quand il sort, tout le monde prend ses affaires, et il y a une mallette dans les mains. Tiens, comme toi, les filles. Et il monte à la maison, moi, je découvre. Personnage très charismatique. Il est venu en costume. Pareil, pour se payer des costumes avant, c'était pas... Voilà. Il rentre à la maison et au bout de quelques heures, il y a une scène que je raconte souvent. C'est que nous, on avait laissé notre chambre parce qu'il fallait un endroit où il puisse être bien, tu vois. Et donc, on l'accueillait, il fallait laisser la chambre. Il restait que 2 jours à Paris, donc il fallait en profiter un max de nuit. Et à un moment, tu vois, je rentre dans la chambre, entre parenthèses, sans faire exprès, mais assez rapidement, et je vois, il y avait une mallette. Et dedans, il y avait des billets. Et c'est la première fois de toute ma vie, j'avais 10 ans, que je vois quelqu'un avec une mallette et des billets dedans. Donc, je ne saurais jamais s'il y avait 100 000 francs, 50 000 francs, ou peut-être même 20 000 francs. Peut-être qu'il n'y avait pas grand-chose. Mais le fait qu'il y avait de l'argent dans une mallette, dans la conscience et dans le subconscient d'un enfant, c'était le début de la richesse. Et je me disais, waouh, il est vraiment riche. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à passer beaucoup de temps avec lui. Même quand il est reparti, je demandais à ma mère, est-ce que je peux l'appeler? Et en fait, ce que je faisais, c'est que j'appelais, je disais, tonton, j'ai pris le téléphone de maman, ça coûte cher, et lui me rappelait. Et il passait beaucoup de temps au téléphone avec moi. Parce que lui, n'ayant pas pu... il a arrêté l'école, il avait l'âge de 14-15 ans. Mais il a réussi à apprendre à lire, à écrire, à compter, et c'était un des meilleurs de sa classe, dans le village dans lequel il avait grandi. Et après, ce qu'il a fait, il est parti à l'aventure. L'aventure, c'est le fait, entre parenthèses, nous à l'époque, pour l'époque de mes parents, c'est de partir, c'est de fuir. Parce que tes parents ne te laissent pas aller à l'aventure. Contrairement à ce qu'on peut penser, en Afrique, en tout cas dans ces années-là, dans les années 1960, on ne demandait pas aux parents « est-ce que je peux aller chercher de l'argent ?» Ils prenaient leur sac, ils attendaient la nuit, c'est généralement un soir de pleine lune, pour que ça soit bien éclairé, et ils prenaient la route. D'accord. Ils allaient en Mauritanie, parce que c'était pas très loin du village de mes parents, qui est le village de Gogi, et qui est à la frontière mauritanienne, à 500 mètres de la frontière mauritanienne. Soit ils allaient en Mauritanie pour chercher du travail, soit ils prenaient la route pour aller à Nioro, qui était à côté, ou à Bamako. D'accord. Donc de là, lui, il avait pris la route, il avait 15 ans. Il est revenu 10 ans après avec une voiture. Donc en fait, à cette époque-là, c'était waouh. Il est revenu avec une voiture dans les années 70. Donc moi, en fait, je passais du temps au téléphone avec lui parce que je voulais comprendre. Je voulais savoir c'était quoi son parcours. Ouais, il était inspirant pour toi. Il était inspirant. Et tu te disais, ouais, c'est le modèle. Et puis c'était un peu la réussite familiale. Tout le monde était fier de lui. Forcément, ça lui donne une posture où toi, en plus, t'es enfant. Donc ça exacerbe encore plus, tu vois. Et donc tu te dis, waouh, comment il a fait, quoi. Exactement. J'ai appelé avant-hier. Incroyable. Ouais, j'appelle toujours. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. J'appelle tout le temps. En fait, après, maintenant, nos sujets sont divers et variés parce qu'il n'est pas forcément pas dans la tech, mais il est toujours aussi inspirant. Et toujours de bons conseils. Donc, c'est à ce moment-là, en fait, vraiment, je me suis dit, j'aimerais bien faire comme lui. Mais j'aimerais bien faire comme lui. Je ne me vois pas comme lui, parce que pour moi, ce qu'il portait, c'était trop. Il portait énormément de responsabilités. Être riche chez nous, quand tu es tout seul à l'être, c'est très compliqué. Tu es sollicité de tous les côtés. Et il était énormément sollicité. Donc moi, je me disais, déjà le temps qu'il m'accorde, parce qu'il me considérait comme son fils, c'est énorme. Et donc, moi, ça me suffisait. Et je me voyais pas comme lui, pas du tout. Et là, c'est resté un mentor un peu pour toi dans tes aventures entrepreneuriales. Du coup, tu le sollicites, tu prends ses conseils pour prendre tes décisions, ou c'est vraiment ce côté affect et familial qui fait que tu échanges avec lui et ça s'arrête là, ou vraiment ça guide un peu tes décisions? Un peu des deux, parce que je pense que des mentors, j'en ai pas qu'un. Et celui qui dit qu'il n'a qu'un mentor, je pense qu'il se trompe. C'est pas la voie qu'il faut prendre. Il faut avoir plusieurs mentors. Il faut avoir plusieurs coachs, parce que les typologies de coaching sont différentes. Ça reste un mentor. Aujourd'hui, c'est plus axé sur la spiritualité et axé sur, on va dire, encore un certain nombre de décisions sur lesquelles je peux hésiter, mais je fais pas part de mes problématiques profondes parce qu'il ne les comprend pas. Ok.
parce que je suis dans le domaine d'informatique et du informatique ne connaît pas forcément, parce que je suis dans le domaine de l'industrie et qu'il ne connaît pas forcément, et qu'il y a un palier entre ce qu'il a fait et ce que je fais aujourd'hui. Mais par contre, spirituellement parlant, par rapport aux épreuves qu'il a traversées, dans les conditions dans lesquelles il a traversé à l'époque, qui sont peut-être relativement similaires à ce que moi j'ai vécu ou ce que je vis, eh ben effectivement, c'est la bonne personne. Mais du coup, toi, Ibrahima, est-ce que tu penses que tu aurais fini entrepreneur si tu n'avais pas eu cette voie-là, ce mentor-là, donc en l'occurrence tes oncles, qui ont servi de modèle. Par exemple, moi, mon exemple personnel, c'est que moi, j'ai pas eu de modèle entrepreneurial dans mon entourage. Et donc, est-ce que toi, tu penses que tu aurais quand même pris cette voie de l'entrepreneuriat? Et quels conseils tu pourrais donner à des jeunes entrepreneurs qui, eux, du coup, comme moi, n'ont pas de modèle autour d'eux? Quels sont les conseils que tu pourrais leur apporter? Aujourd'hui, j'ai envie de dire que je n'aurais pas pu faire autrement. J'ai envie de dire aujourd'hui que c'est plus fort que moi, que on sent même au niveau du sang. Aujourd'hui, en fait, je me lève avec ça, je me couche avec ça. Je veux créer de la valeur, je veux créer des emplois, je veux amener de la valeur ajoutée. Et ça, en fait, ça va plus loin que les aspects réussite financière. Donc, je ne pourrais pas répondre à ta question. Est-ce que j'aurais pu faire autrement? Pour moi, il n'y avait pas d'autre choix, c'était ça. Par contre, jamais j'arrive à prendre un petit peu de recul et me dire, jamais je n'avais pas eu Baba, comment j'aurais pu faire? Voilà. Jamais j'ai un conseil que je peux donner, c'est, tu n'as peut-être pas dans ta famille, mais tu as forcément quelqu'un dans ton entourage qui, lui, a fait. Et en fait, il n'y a pas de petit entrepreneuriat. Il y a l'entrepreneur tout court. Parce qu'aujourd'hui, que tu sois une licorne ou que tu aies fait un resto ou que tu aies fait un food truck ou quelle que soit l'activité que tu fais, vous lancer même une activité d'e-commerce à la maison sur laquelle tu fais 2000 € de chiffre d'affaires, c'est être entrepreneur. C'est une prise de risque, c'est un mindset, c'est un ensemble de choses. Après, par exemple, si aujourd'hui je dois vraiment parler de ce qu'on fait et ce que l'on vit actuellement, il y a 4-5 ans, on a lancé une initiative avec moi, mon groupe, mais on en reparlera, c'est la fine équipe, où en fait, dans la ville dans laquelle j'ai grandi, on a lancé une initiative entrepreneur pour tous. Okay. Et on voulait que des jeunes qui ont entre 15 à 18 ans. Parce qu'on sait que le déclic peut venir de ce moment-là. Et donc, c'était quoi? Sur une dizaine de jours, où en fait, on leur donnait les bases de la structuration juridique, de l'envie, de comprendre le pourquoi du comment, d'également déterminer une proposition de valeur, et surtout, l'A/B testing. C'est y aller. D'abord, tu veux faire quelque chose, fais-le. N'attends pas de te dire, il faut que j'ai tout pour le faire. Tu le fais et t'itères. T'améliores ton modèle. Et en fait, de cet épisode-là, où il y a eu, je crois, une dizaine de personnes, il y a 3 jeunes qui ont tiré leur épingle du jeu, et il y en a 2 qui travaillent avec moi aujourd'hui. Ok, super. Ah oui, belle histoire. Ouais. Il y en a 2 qui travaillent avec moi aujourd'hui sur un gros projet, et ils ont faim. Ils n'ont pas lâché l'affaire. Et peut-être que dans leur famille, effectivement, ils n'ont pas de modèle entrepreneurial. Et aujourd'hui, je me dois de leur montrer la voie. Donc, il n'y a pas une chose que je leur refuse. J'essaie de passer du temps quand je peux. Bon, désolé des fois quand vous m'appelez, je ne décroche pas. Hein. Mais bon, vous me connaissez. Mais j'essaie de faire en sorte justement de ce que moi, on m'a transmis, de transmettre. Je pense que la transmission, c'est une étape qui est hyper importante. Ok, super. Ouais, c'est intéressant. En tout cas, on m'a dit, Ibrahima, il est disponible sur WhatsApp à partir de 23h. Surtout pour le 5h30 du matin. Ok, ça marche. Non, du coup, c'est hyper intéressant. Alors, du coup, aujourd'hui, tu vois ce que tu disais là avec la fine équipe. Ouais. Ça fait donc c'est un de tes projets divers que tu mènes en parallèle de tout le reste. Hein. En ce moment, t'es sur quoi alors? En ce moment, je suis sur RenewTech. Okay. RenewTech, c'est un projet dans le domaine de la transition énergétique et écologique. J'aime bien commencer par ça, parce qu'après on affine. Et effectivement, en fait, on a voulu se dire qu'est-ce qu'on peut faire qui est d'intérêt général et d'utilité publique. On a le réchauffement climatique, on a le changement climatique avec les gaz à effet de serre. Et on s'est dit, qu'est-ce qui aujourd'hui peut nous permettre de sortir de tout ça et amener une proposition de valeur différente. Donc moi, j'ai découvert l'hydrogène à travers Namix. Et là, ça a été une révélation. L'industrie, ça a été une révélation également. Et je me suis dit, auparavant, on a eu la chance de pouvoir créer des dizaines, voire des centaines d'emplois. Dans ce secteur-là, on est en capacité de pouvoir créer des milliers, voire des dizaines de milliers d'emplois en direct et en indirect, en créant des ponts entre la France et l'Afrique,
entre l'Europe et l'Afrique, mais également entre l'Europe et les États-Unis, entre l'Europe et le Moyen-Orient. C'est un sujet qui est commun. Et donc après, c'est comment le faire, pourquoi le faire. Donc là, aujourd'hui, on est sur une pile à combustible qui permet de transformer l'hydrogène en électricité et l'électricité en hydrogène. Et en fait, de ça, on en a tiré des cas d'application. Et les cas d'application sur lesquels on travaille, principalement, c'est l'habitat. D'accord, ok. Ok, super. Et du coup, ça veut dire que tu travailles aujourd'hui, donc un peu quatre coins du monde. Tu travailles avec l'Afrique, tu travailles avec le Moyen-Orient. Je crois que tu es souvent à Dubaï, tu es souvent en Afrique aussi, tu es en Europe du coup. Comment tu fais pour gérer plusieurs projets sur des fuseaux horaires en plus qui sont différents? C'est quoi ton secret pour t'organiser, pour prioriser les différents projets, tes plans d'action, etc. Nous, on veut bien tes tips là-dessus. Je l'appelle mes 300. Tes 300? Mes 300. C'est-à-dire? Mes 300, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai la chance incroyable d'avoir une équipe ou des équipes extraordinaires. Et je dis une équipe parce qu'en fait, on a le même but. Même si en fait, ces activités sont différentes et des fois concomitantes, parce que c'est un écosystème, on a le même but. C'est de grandir ensemble. C'est de faire des choses qui peut-être nous dépassent et qui vont laisser une empreinte. Donc, il y a Mamadou Soumaré, avec e-technologie et l'écosystème de l'e-technologie. Il y a la fine équipe avec tout l'écosystème qu'on a créé, aussi bien en termes d'organismes de formation que de boîtes de portage salarial, également de boîtes dans le marketing, dans la communication. Il y a des projets comme Namix qui vous font grandir. Namix m'a propulsé. Pour ceux qui connaissent pas Namix, peut-être qu'on peut rappeler que Namix, c'est donc un projet de voiture à hydrogène. Tu veux en dire quelques mots dessus? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, c'était une aventure incroyable qu'on a menée avec Fawzi, Anaja, Thomas Delussac, Charles de Furieux et Pierre-Yves Guise. C'est un constructeur automobile français, franco-marocain, qui décide de vouloir disrupter l'industrie en proposant un véhicule électrique alimenté à l'hydrogène avec un système de capsules amovibles breveté. Voilà. Projet auquel je participe toujours. Mon rôle est moindre, mais je participe toujours. Et c'est un projet, en fait, où il a fallu se dire, vraiment, moi, j'y ai vu, hein, on part d'une feuille blanche. Fawzi, il a dit, je pars d'une feuille blanche, qu'est-ce qui est possible de faire? Comment rentrer dans ce secteur d'activité-là? Comment faire pour le disrupter et amener une proposition de valeur intéressante et complètement différente de ce qu'il y a, tout en décidant d'aller avoir un projet industriel qui nécessite, en termes de développement, plusieurs milliards. Et de là, au début, franchement, je prenais pour un fou. La promesse, elle est dingue quand même. J'ai beaucoup rigolé au début. Beaucoup. Et à un moment, je rigolais un peu moins. Et au bout d'un moment, je me suis dit, on va y aller un petit peu. Et puis un jour, je me suis réveillé. À 5h du matin, je pensais qu'à ça. Et après, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et après, chaque jour était incroyable. Chaque jour de cette aventure était incroyable. Et c'est ce qui m'a donné la volonté de me dire, en fait, si vraiment je veux pouvoir donner de la valeur, il va falloir que j'aille vers l'industrie. Je pense que c'est là où je me sens le mieux. C'est là que tu es passé du côté IT, côté industrie? Exactement. Parce que je pense que ce qui est bien dans le domaine de l'IT, c'est qu'on apprend à structurer des projets. Un projet informatique, en fait, il y a l'équipe, il y a également il y a toute la nomenclature, comment tu vas faire pour gérer le projet, la méthodologie Scrum, l'agilité, etc., la façon d'itérer. Et dans l'industrie, c'est un peu plus austère. On est toujours dans des projets un petit peu encore en cycle en V. Et le fait d'itérer ne se fait que, on va dire, quand on arrive à un certain bout de projet. Et je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a cumulé au niveau de l'IT, on arrive à pouvoir, entre parenthèses, pouvoir gagner du temps et amener une proposition de valeur différente. C'est ce qui m'a permis de dire, écoutez, plutôt que de penser à un projet de manière, on va dire, one shot, entre parenthèses, je veux réfléchir de manière systémique. Et donc pouvoir créer un écosystème autour d'un projet. Pour en revenir à ma question de départ, donc sur le fait que tu travailles dans les quatre coins du monde pour t'organiser, tu fais référence à tes 300, donc je pense que tu parles de tes collaborateurs. Ça veut dire que tu dois t'appuyer sur des gens en qui tu as confiance, tu te donnes des responsabilités, tu délègues, et tu me disais justement, moi je dois pouvoir compter sur les gens, et aujourd'hui quand on fixe des plans d'action, je fais confiance aux gens, il faut que ce soit fait, et c'est fait. Moi, je pense qu'il y a un système il y a des systèmes de management. Dans un premier temps, je vais prendre ne serait-ce que par exemple par rapport à la fine équipe, on est sur du management délégatif. Dans le sens où en fait, je ne suis pas le seul à prendre des décisions. On se réunit, on établit une roadmap sur laquelle on établit des milestones en se disant, on va mettre en place des OKR,
objectifs qui résultent trimestriels et sur lesquels on va avoir des indicateurs. Donc, par rapport à ça, voilà ce qu'on prévoit sur 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Mais par contre, on se réunit assez régulièrement sous forme de comité de direction et ou de comité de pilotage, mais il y a des projets spécifiques. Et donc, on a établi une gouvernance où on a le board, on a le sous-board et une certaine structuration. Et c'est ça qui permet à ce que je puisse dégager du temps. Parce que moi, quand on me demande, mais Ibrahim, je comprends pas, mais comment tu fais pour tel ou tel projet? Mais en vrai, Ibrahim, il fait toujours la même chose. Quelles que soient les boîtes, il fait exactement la même chose que je reproduis et que je duplique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je m'occupe de la partie stratégie, un petit peu marketing, communication, parce que j'aime bien savoir ce qui se passe. Et en fait, ça en découle, mais je fais exactement la même chose. Et après, en fait, on s'est fixé des rôles, on s'est fixé des objectifs et à certaines dates. Là, par exemple, quand on a commencé l'aventure en se disant, les gars, on va créer un écosystème, c'était en 2017. Je revenais de voyage et c'était en septembre 2017, j'ai convoqué une équipe et je leur ai dit, les gars, on va faire un écosystème. Ils m'ont dit, qu'est-ce que c'est? Je dis, c'est un groupe. Ils m'ont dit, d'accord, ok, mais donc tu vois les choses comment? Et là, j'aurais dit, objectif 2020. Et après, en 2020, Covid. Ils m'ont dit, Ibrahim, là, on va tout réduire. T'avais pas prévu ça, Ibrahim, putain. On va tout réduire. Là, en fait, c'est compliqué. Et au bout de 2 semaines, j'aurais dit, les gars, maintenant, j'ai un nouveau truc. Ils m'ont dit, d'accord, on réduit quoi? Qu'est-ce qu'on lâche? De quoi on se débarrasse? J'ai dit, non, on va accélérer. On a créé 11 boîtes pendant le Covid. 11 boîtes? Pendant le Covid. Ah ouais. Des boîtes qui sont périphériques, du coup, à ton activité principale? Exactement. C'est ça? Périphériques à mon activité principale, sur lesquelles on a fait des side projects avec des techniques de growth hacking pour voir effectivement si il y avait un besoin, si on était bien dans le time to market et si on avait bien un product market fit. Et effectivement, c'était le cas, on prolongeait. Sinon, on arrêtait. Et je t'ai vu dire dans une interview quelque chose d'intéressant. C'est que quand tu trouves un pilote de projet, tu fonces. Et en fait, ça m'a interpellé parce que c'est un peu ma façon de faire aussi. Voilà, si le podcast s'appelle Multi et s'adresse à des multi-entrepreneurs, c'est parce que justement, j'en suis un et j'aime les projets, j'aime l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que je suis dans cette dynamique de je mène jamais un projet sans avoir un référent, sans avoir un pilote qui va prendre le lead là-dessus. Moi, je suis là justement pour structurer, pour mettre un plan d'action et c'est pour ça que je me retrouve vachement dans ce que tu dis, tu vois. Mais par contre, la question que j'ai envie de te poser là-dessus, et vraiment j'attends la réponse parce que même moi je me la pose, c'est quoi selon toi le critère numéro 1 que tu vas chercher justement chez ces pilotes là, chez ces référents, chez ces porteurs de projets? C'est quoi les critères les principaux ou le critère principal que tu veux retrouver pour te dire ok, c'est lui que je veux pour ce projet là? Waouh, c'est une sacrée question. Ouais, je sais. Ouais. il me faut j'aime pas ce mot-là parce qu'en fait, c'est un mot qui est générique, mais j'ai envie de dire détermination. J'ai envie de dire ce mot-là, mais en fait, c'est pire que ce mot-là. Il me faut un mec limite un Léonidas. Il me faut un leader. Il me faut un meneur d'hommes. Il me faut un mec qui est prêt à mourir pour la cause. Je veux quelqu'un qui ait une projection minimum sur 7 ans. Si en dessous de 7 ans, ça m'intéresse pas. Je veux un mec qui me dit, moi là, je prévois d'avoir 1000 employés, même si derrière... on peut en avoir que 50 ou 80, c'est pas grave. Mais il faut qu'il soit ambitieux. Ouais, ambitieux. Voilà. Il faut qu'il soit déterminé. Il faut qu'il en ait dans le ventre. Et ça, en fait, ça fait tout. Le porteur de projet change tout. Moi, comme je dis toujours, je suis pas un bon numéro 1. Je suis le meilleur numéro 2 français. Et j'ai pas honte de le dire. Demain, tu me ramènes n'importe quel projet avec un mec qui est un leader, je ferai tout pour aller jusqu'au bout. Et je vais pas lâcher. Et ça, en fait, je suis connu pour ça. Et après, sauf si le projet fait chier. Voilà. Ouais, faut que tu vives aussi le projet. Un minimum que quand même ça amène un peu. Ça peut pas. Enfin, il y a pas forcément d'histoire de disruption. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est créer de la valeur et une autre chose, créer des emplois. Et je vais dire pourquoi créer des emplois. J'ai grandi dans un quartier. Et je pense que la diversité a beaucoup joué dans mon rapport avec l'entrepreneuriat. J'ai vu des amis sombrer dans plein de choses, pas parce qu'ils le voulaient forcément, mais parce qu'il y avait un problème de dignité. Quand tu as 12, 13, 14 ans, qu'en fait ton père perd son emploi, que en fait tu passes de, entre parenthèses, vie correcte, modeste, à survie, en fait, il faut trouver les moyens, et tu sais que cette personne avait un potentiel. Moi, je le vois avec beaucoup de recul. Aujourd'hui, je regarde 20 ans en arrière, je regarde 25 ans en arrière, 30 ans en arrière, je me dis,
T'as ce mec-là, il aurait pu faire ça. Et je détecte, je le vois. Et je me dis, c'est vrai que à ce moment dans sa vie, il s'est passé ça. Et je pense qu'il y a quelque chose, il faut être clair, c'est la dignité. Et la dignité, tu l'as comment? À travers ton travail. Donc en fait, aujourd'hui, j'ai envie de créer de l'emploi pour ça. C'est ma raison d'être. Ma raison d'être, c'est ça, c'est donner de la dignité aux autres. Bah écoute, c'est une bonne réponse, je trouve, parce que du coup, moi, c'est vrai que ce côté détermination, je trouve qu'il est vraiment important, effectivement, parce que je pense que quand on est multi-entrepreneur, on vit chaque projet. Tu te lèves le matin, c'est pour développer, pour aller chercher, c'est ça qu'on aime. Et c'est vrai que si demain tu as un porteur de projet en face de toi et t'es pas sur le même alignement, ça peut être problématique. Mais ce qu'il faut retenir, je pense, de ça, en tout cas de ce que tu es en train de nous dire là à l'instant T, c'est que tu peux pas être multi-entrepreneur si t'as pas des hommes clés sur qui tu peux compter. Clairement. Parce que t'as un temps qui est pas infini. Ouais. Tes journées font 24 heures comme tout le monde et tu peux pas faire en 24 heures plus que tu dors aussi un petit peu, je suppose. Et donc c'est pour ça que c'est important de bien comprendre que quand tu veux être multi-entrepreneur et être sur du multi-projet avec des secteurs d'activité différents ou même des projets qui sont périphériques à ton activité principale. Nous, c'est ce qu'on fait, par exemple, dans notre activité, c'est qu'on a beaucoup de filiales qui sont sur des activités qui sont complémentaires, voilà. Et du coup, c'est vrai que si t'as pas des pilotes de projet à chaque fois, tu peux pas mener à bien les projets. C'est pas possible. Du coup, c'est intéressant que tu parles de ça. Et du coup, ce que je voulais savoir, c'est tout à l'heure, quand on a commencé, je t'ai dit un terme, c'était serial entrepreneur ou entrepreneur résilient. Je crois que c'est dans Forbes Afrique qui t'ont appelé comme ça. Parce que du coup, tu as monté énormément de projets, dont des échecs. Énormément. Voilà. Que ça. Et est-ce que tu penses que les échecs que tu as pu avoir, c'est parce que parfois tu combattais trop de fronts à la fois parce que tu étais un peu partout. Est-ce que tu as des échecs qui sont dus justement à ce côté multi-entrepreneur? Et si tu étais focus sur ce projet-là et seulement sur ce projet-là, tu aurais pu le mener à bien. Est-ce que le multi-entrepreneuriat a pu te causer des échecs justement sur des projets? À d'autres personnes, je pense que oui. À moi, non. Par contre, auparavant, je ne me connaissais pas. Il y a une caractéristique qui est hyper importante, c'est il faut apprendre à se connaître d'abord. Et en fait, quand on se connaît, on sait de quoi on est capable et de quoi on n'est pas capable. Et forcément, on sait dans quoi on performe. Et moi, je sais aujourd'hui dans quoi je performe. Et donc, là où je ne performe pas, je m'entoure de personnes qui vont performer dans ce domaine-là. C'est pour ça que que je parle de la fine équipe. C'est que demain, tu me demandes de rendre un tableau de bord Excel à demain 10h du matin, je sais le faire, ça va me faire chier. Donc, je vais demander à Ali de le faire. Demain, tu me demandes de réunir une équipe pour faire du management de proximité, pour leur expliquer le pourquoi du comment, faire du commercial et chercher un certain nombre d'indicateurs. Ça va me faire chier de le faire. Je sais le faire, mais je serai pas le meilleur. Par contre, demain, tu me demandes d'établir une stratégie de croissance, de partir d'une phase laboratoire à une phase de croissance et un passage à l'échelle. Je t'ai créé un plan sur 5 ans, où la phase laboratoire va durer 6 mois, avec au minimum 12 itérations, et la phase de croissance, ça va durer 1 an et demi, où je vais t'accélérer ta boîte comme pas possible. Et à la fin, tu vas perdre 12 kilos. Ah. Minimum. Ça peut être pas mal, ça. Minimum. Et après, au moment où on faudra passer à l'échelle, je te dirai, je t'ai amené jusque-là, je ne sais pas faire. Et je transmets. Donc, oui, le multi-entrepreneuriat, pour moi, c'est adapté à moi, mon cas, ce que je fais. J'aurais pas pu faire autrement. Et justement, tout à l'heure, tu disais que tes expériences sur Namix et sur d'autres projets aussi t'ont permis de progresser. Est-ce que tu penses que le fait d'être multi-entrepreneur, d'avoir des projets différents, font que tu progresses plus vite parce que tu as des expériences qui sont diversifiées, des activités qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, que tu dois faire plus vite, en des temps plus courts. En fait, tout est accéléré, en fait. Tout est accéléré, en fait. Pour moi, il n'y a pas d'échec, c'est que des apprentissages, mais c'est l'échec de l'échec qui mène au succès. Et en fait, en toute honnêteté, je pense que jusqu'à au moins 35-36 ans, je n'ai fait qu'échouer. J'ai échoué, et au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, en fait, j'ai l'impression de reproduire mes échecs. Et là, à ce moment-là, j'ai commencé à analyser mes échecs, chose que je ne faisais pas auparavant. D'accord. Et lorsque j'ai commencé à analyser mes échecs, c'est du reinformed learning ou de l'A/B testing. Là, j'ai commencé à me dire, le point commun de mes échecs, c'est ça. Ah, donc, effectivement, la politique de gouvernance que j'ai mis en place auparavant, elle est peut-être pas bonne.
Donc, qu'est-ce que j'ai comme hypothèse? Ah, bah, j'aurais pu faire comme ça, comme ça, comme ça. Donc, je dresse 4-5 hypothèses. Bah, faut les tester. C'est quoi le point commun de tes échecs? Le point commun de mes échecs, la gouvernance. Je crois que ça a été le point commun numéro 1. Et ensuite, la structuration et le manque d'ambition. La structuration, pourquoi? Parce que on va dire que, pas vraiment en termes juridiques, mais organisationnellement parlant, je m'appuyais pas sur les bonnes personnes. Très vite, mettre en place des départements. Même si en fait, on est sur une étape d'un side project, très rapidement, je pense que le département numéro 1 qu'il faut mettre en place, c'est la gestion administrative. Ne serait-ce que pour pouvoir envoyer les factures et établir a posteriori la comptabilité. Et après aussi, il y a des petites astuces. Par exemple, moi aujourd'hui, quand je crée une boîte, c'est toujours entre février et mois de mai. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais partir sur un exercice comptable long. C'est important. Pourquoi? Parce que si je me rends compte que la boîte, au bout de... c'est une boîte de service, ça met au bout de 3 mois, j'arrive pas à dégager un revenu, ça veut pas dire que je suis rentable, hein, mais j'arrive pas à dégager un revenu, c'est qu'en fait, auparavant, mon étude de faisabilité était pas bonne. Donc là, en fait, ciao, bye bye. Si, pour une boîte qui vend un produit, je n'arrive pas à générer de revenus entre 6 et 8 mois, pareil, l'étude de faisabilité n'était pas bonne. Donc à ce moment-là, je dis ciao, bye bye. Pour moi, le plus important, c'est de pouvoir générer des revenus. Si tu génères un revenu, même si tu n'es pas rentable, là, ça veut dire qu'en fait, ton étude de faisabilité, ton étude de positionnement, ça a été bon et que là, en fait, tu peux accélérer. Donc, en fait, l'échec de l'échec revient au succès. Et c'est grâce aux échecs, aujourd'hui, que j'ai pu analyser tout ce qui n'allait pas pour pouvoir me dire ça fonctionne. Et le point commun des réussites, c'est toujours ça, dans cet ordre-là. Parce qu'en fait, moi, c'est vrai que je me rends compte, j'ai souvent des entrepreneurs, quand ils viennent me voir pour des projets, ils attendent que tout soit ficelé, tout soit carré, mais vraiment dans les moindres détails pour commencer à lancer. Au final, ils perdent un temps fou. Et puis, ça veut pas dire que ça marchera mieux que si tu l'avais bêta-testé dès le début. Et en fait, parfois, c'est vrai que lancer from scratch comme ça et se dire, allez, je vais tester mon marché, parfois, en fait, tu gagnes du temps. Et effectivement, dans ces allers-retours-là, t'es beaucoup plus efficace. Généralement, une startup, quand elle se lance, je parlais de startup, il y a une différence entre opérateur économique et startup, mais généralement, une startup, quand elle se lance, on va dire, elle va passer 2 ans à chercher un modèle. Une proposition de valeur qui soit adéquate, chercher un modèle, avoir le product market fit et time to market. Aujourd'hui, moi, je me donne maximum 4 mois, 12 semaines. Donc, on va procéder par phase d'itération. Où déjà, au niveau du business model Canva, qui pour moi est la base, le business model Osterwalder, où en fait, tu as ta proposition de valeur, tu as tes canaux de distribution, tu as tout ça. Au niveau de la proposition de valeur, je ne pars jamais sur une hypothèse. Pour moi, il faut que cette hypothèse-là, centrale, puisse amener des pivots différents. Et donc, je réfléchis à ce moment-là aux différents pivots qu'il pourrait y avoir par rapport à cette proposition de valeur-là. Et donc après, ce qui fait que quand je prends une orientation, tout de suite, si un certain nombre d'indicateurs que j'ai prédéfinis à l'avance, amènent des tendances, je fais le pivot tout de suite. Ou j'organise un pivot avec une cellule concomitante. Mais donc, ce qui veut dire qu'en fait, l'équipe, pour moi, le plus important, c'est cette phase de laboratoire. Et cette étude, entre parenthèses, de growth hacking, où en fait, il me faut, entre parenthèses, plusieurs équipes, c'est la base. Et de là, une fois que j'ai trouvé le time to market et surtout le product market fit, là, je décide d'accélérer. Quand par contre, je décide d'accélérer, je reste cette position-là et je pivote pas. On sent bien ton côté gestion de projet IT. Ça se voit dans ton discours. T'es ultra carré. T'as tes phases, elles sont précises. T'as ton modèle à toi. Et en vrai, je pense que c'est ça aussi qui a fini par faire ton succès après tout ça. Ouais, et surtout, il y a une chose, c'est que quand je commence un combat, mon but n'est pas de réussir, c'est d'échouer. C'est-à-dire qu'en fait, quand je lance une étude comme celle-ci, où je prends une équipe déterminée pour le faire, mon but, c'est pas de trouver la solution tout de suite, c'est d'échouer. C'est de partir sur une proposition, d'échouer. Parce qu'en fait, jamais je mets, par exemple, 12 hypothèses, parce que généralement, j'en mets au moins 12, jamais je mets 12 hypothèses, c'est de passer d'hypothèse en hypothèse, et quand des fois, ça m'est arrivé de trouver entre parenthèses la solution ou là où les solutions, je me disais non, c'est pas grave, on passe à l'autre parce que c'est trop beau pour d'avoir trouvé tout de suite. C'est trop rapide. Et je veux échouer pour être certain que pour être certain de me rapprocher de ce qui va fonctionner. Et plus t'échoues, plus ça vient conforter ce que t'as mis en place. Donc mon but à moi, c'est d'échouer. Super, ok. Dernière petite question.
Du coup, tout à l'heure en off, tu sais, on parlait de sport. Et du coup, j'aimerais te parler d'équilibre vie pro, vie perso. Alors, on en parle beaucoup aujourd'hui. Comment tu fais, du coup, pour trouver cet équilibre entre ta vie perso et ta vie professionnelle? Moi, je pense qu'il y a une chose qui est importante, c'est la santé. On en a parlé, santé mentale et santé physique. Il faut établir un équilibre entre les deux. Il y a au bout d'un moment, en fait, quand on a besoin de prouver, ben, on va plus se donner au niveau partie professionnelle, et quand ça va un peu mieux, qu'on arrive à trouver un équilibre financier, je vais parler de financier, je pense que l'équilibre social revient. Après, j'ai pas réussi à faire autrement, mais l'équilibre social, il arrive tôt ou tard et il faut se donner les moyens. Je pense qu'il y a un point qui est hyper important, il faut se donner les moyens et au bout d'un moment, il faut arriver à couper. Ça ne veut pas dire couper le téléphone ni couper les mails. Ça, c'est dur. C'est très dur. Mais ouais, il faut se poser les bonnes questions. Et de toute façon, on le paye. Hein. Tôt ou tard, on le paye. Hein. Donc, si tu dis que j'ai la solution, je mentirais. Mais jamais si tu dis que je suis en train d'essayer de trouver la solution, oui, ça c'est vrai. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Je suis en train de trouver la solution. Et en fait, mes aspirations sont justement de pouvoir consacrer plus de temps à ma vie sociale, personnelle, ces prochains mois, ces prochaines années. Et bah, profiter de tout ce qu'on aura mis en place, tout en gardant un œil sur le business et sur les opportunités. Quand même, voilà. Ouais. On aime le projet. Super. Bah, merci Brahima. Merci pour cet échange. Ouais. Je te fais un petit check. Yeah. Merci beaucoup. Et on se retrouve dans un prochain épisode de Multi où on fera intervenir un nouveau multi-entrepreneur. Encore une fois, merci beaucoup Ibrahima. C'était vraiment super intéressant. J'espère que tu as passé un bon moment. Ouais. Et puis je vous dis à très vite pour le prochain épisode.